Je pense que l'étape vers laquelle on se dirige, c'est vraiment couper toutes les sources financières de ce régime pour que ce régime cesse d'être à même de payer ses soldats, ses gardiens, et que donc arrive à ce régime ce qui est arrivé à celui de Bachar el-Assad. Eh bien, nous avons le plaisir d'être ce matin en ligne avec Michel Fayad. Michel, bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes géopolitologue et professeur à l'Institut français du pétrole. Avec vous, je voudrais qu'on fasse le point sur les deux principaux fronts, pour l'instant en tout cas, de la confrontation entre l'Iran, Israël et les États-Unis. On va d'abord parler de la décision de Donald Trump de fermer le détroit d'Ormuz. C'est une décision, on se pose la question, pourquoi il a fallu 40 jours à Donald Trump pour prendre une telle décision? Qu'est-ce qui l'a motivé à votre avis? Je pense que les Américains, tout comme les Israéliens, ont pensé qu'ils pouvaient faire céder le régime islamique en Iran par tous ces assassinats ciblés, ainsi que par la destruction d'infrastructures clés dans le pays, que ce soit d'un point de vue nucléaire, balistique ou autre. Mais comme cela n'a pas suffi, je pense que l'étape vers laquelle on se dirige, c'est vraiment couper toutes les sources financières de ce régime pour que ce régime cesse d'être à même de payer ses soldats, ses gardiens, et que donc arrive à ce régime ce qui est arrivé à celui de Bachar el-Assad, puisque vous savez que le régime de Bachar el-Assad avait résisté pendant 13 ans et finalement avait été tombé parce que Assad n'était plus en mesure de payer ses soldats, et donc les soldats ont refusé, sont plus battus, et Assad est tombé. Et donc l'idée, ça serait vraiment de faire cela également maintenant pour la République islamique d'Iran. Il y avait deux possibilités. Soit c'était la prise de l'île de Karg. Vous savez, c'est de là d'où part 90% du pétrole exporté par l'Iran. Soit c'est vraiment fermer le détroit d'Ormuz à tous les bateaux qui veulent qui veulent transporter du pétrole iranien vers l'étranger. Donc voilà, ce sont les deux possibilités qui s'ouvre aujourd'hui aux Américains et aux Israéliens, sachant qu'il ne faut pas écarter ni l'une ni l'autre. C'est-à-dire que quand bien même Trump est en train maintenant de parler du détroit d'Ormuz, rien n'empêche qu'il y ait une surprise avec la prise de l'île de Karg et finalement le détroit d'Ormuz qui ne fermerait pas. Mais là où il faut faire également attention, c'est sur le fait que l'Iran dispose encore de moyens pour faire mal à l'économie mondiale en termes justement énergétiques, que ce soit directement lui-même à travers des frappes ciblées contre des oléoducs et des gazoducs, notamment l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, qui transporte plus d'1 million de barils de pétrole vers l'Europe, ou encore le gazoduc qui va d'Azerbaïdjan vers l'Europe, ou encore, vous savez, l'oléoduc qui traverse l'Arabie saoudite et qui lui aussi peut être visé par les Iraniens. Et il y a également donc leurs alliés, les Houthis au Yémen, qui eux ont une double capacité, celle de frapper l'oléoduc Suez-Méditerranée qui transporte 2 500 000 barils de pétrole vers l'Europe. Et encore, les Houthis sont capables de paralyser toute la production pétrolière saoudienne. Vous savez qu'en 2019, ils avaient paralysé 50% de la production saoudienne. Donc l'Iran, que ce soit donc directement ou indirectement via les Houthis, dispose encore de cartes pour faire très mal aux États-Unis, à l'Europe et au monde entier en termes énergétiques, si jamais on lui prenait l'île de Karg ou alors si on l'empêchait d'exporter du pétrole. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les Américains et les Israéliens ont une arme très forte contre les Iraniens, c'est-à-dire leur couper leurs sources financières, mais en même temps, l'Iran reste fort avec les Houthis et eux ont une capacité donc de répliquer durement. Pour parler on va dire des sanctions économiques, c'était pas possible de faire intervenir ce paramètre plus tôt dans la confrontation, c'est-à-dire de faire parallèlement aux attaques israéliennes et américaines contre des cibles, que ce soit des cibles des institutions du régime iranien ou alors des cibles plus militaires, faire aussi utiliser aussi l'arme de la guerre économique, de la guerre financière, en gelant quasiment, on va dire, tous les avoirs iraniens, en frappant plus fort de ce côté-là. En termes d'avoirs iraniens, je ne crois pas du tout à toutes ces sanctions et tout, parce que
savez, les Iraniens sont des malins, ils ont déjà mis leur argent dans des endroits plus ou moins sûrs, et s'ils ne sont pas dans des endroits sûrs, ils utilisent des prête-noms qui n'ont pas la nationalité iranienne, des prête-noms britanniques, parfois même américains, parfois libanais, parfois français, parfois chinois, parfois russes, etc. Et donc, en fait, c'est extrêmement compliqué de vraiment geler des actifs iraniens. Il y a déjà 27 milliards de dollars d'actifs iraniens gelés, mais il y a beaucoup plus d'actifs iraniens, on le sait, à l'étranger, et ça, on n'a pas été capable depuis des années de vraiment les geler, c'est extrêmement compliqué. En revanche, vous savez que Donald Trump lui-même ne voulait pas frapper les intérêts économiques iraniens en Iran, parce qu'il disait que il voulait préserver l'Iran d'après après la chute des mollahs. Et donc, il voulait pas toucher aux capacités énergétiques iraniennes. Là, on dirait que le discours a changé parce que justement l'Iran a plus ou moins résisté malgré les assassinats importants et les pertes et les destructions importantes qu'il a subies. Il y a également une autre chose qui est importante, je pense, à dire, c'est que vous savez, les Iraniens ont cette capacité de vraiment essayer de gagner du temps et il va falloir que les Américains et les Israéliens essayent de vraiment les faire plier le plus rapidement possible. Parce que contrairement aux Iraniens, les Américains et les Israéliens ont des échéances. Les Américains ont bientôt les Jeux Olympiques, ont bientôt la fête nationale, ont bientôt les élections de mi-mandat. Les Iraniens n'ont vraiment rien de tout ça. Donc il est important pour aujourd'hui de frapper le plus vite possible sur ces infrastructures qui comptent pour l'Iran. On a entendu à nouveau hier Donald Trump évoquer également des frappes contre les unités de dessalement en Iran. Parce que vous savez que les Iraniens menacent les pays arabes du Golfe de frapper leurs unités de dessalement. Oui. C'est bien, c'est bien. Ce que je veux dire, c'est que ça pourrait vraiment mettre à genoux ces pays arabes du Golfe. Mais en même temps, l'Iran aussi a des problèmes d'eau. Vous savez qu'avant la guerre, le gouvernement iranien évoquait la possibilité d'évacuer totalement Téhéran par manque d'eau. Donc imaginez-vous si les Américains et les Israéliens venaient à taper les unités de dessalement en Iran, ce que cela pourrait provoquer de terrible pour l'Iran, mais du coup aussi pour la population iranienne. Oui, c'est ça, ça toucherait aussi la population. Ce qui n'est pas obligatoirement un souhait que les Américains ou les Israéliens veulent concrétiser, quoi. Après, on a entendu des analyses aux États-Unis qui disent que Donald Trump pourrait essayer de frapper donc les unités de dessalement en Iran, mais il essaye de voir combien de temps il faudrait pour les États-Unis pour fournir à nouveau à l'Iran de quoi être remplacé ces unités de dessalement si le régime venait à tomber rapidement par la suite. Alors, je voudrais qu'on parle du Liban. Il y a les négociations entre Israël et le Liban. Ces négociations, vous y croyez? Vous pensez à une possibilité à l'issue de ces négociations d'un accord de non-belligérance ou d'un accord de paix? Écoutez, vous savez, le Liban est sous contrôle des Américains et des pays arabes du Golfe, notamment l'Arabie saoudite. Donc, si les États-Unis et l'Arabie saoudite souhaitent cet accord peut avoir lieu. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que donc aux côtés du président libanais Joseph Aoun, il y a l'un de ses conseillers qui est un membre du Hezbollah, c'est l'ancien ministre des Transports publics. Au sein du gouvernement, il y a deux ministres du Hezbollah. Au sein du Parlement, il y a une quinzaine de députés du Hezbollah. Et à cela, il faut rajouter que le passé du Premier ministre libanais, vous savez que Nawaf Salam, durant la guerre, il a combattu que très peu, mais quelques mois, mais il a combattu dans les rangs du Fatah palestinien. C'est pour vous dire quand même d'où il vient. Et donc, moi, je fais pas grande confiance à cette classe politique libanaise. Je pense que les Américains, les Français, les Israéliens, tout le monde aurait dû plutôt pousser le Liban à revenir sur l'accord du 17 mai 1983, qui était cet accord de paix qui avait été signé entre Israël et le Liban, qui avait été négocié par des diplomates de haut rang, David Kimche en Israël et Antoine Fatal côté libanais. Donc un accord de paix en fait existe entre Israël et le Liban. Il avait été abrogé illégalement par le président libanais Amin Gemayel sous pression syrienne et même un peu américaine. Et là, l'idée, ça serait, moi, à mon sens, la meilleure idée serait de pousser le Liban à reconnaître que l'abrogation de l'accord du 17 mai 1983 était illégale, ce que tous les Libanais savent et que tous les constitutionnalistes libanais reconnaissent, et ainsi
eh bien l'accord, il y aurait pas besoin de négocier un quelconque accord. L'accord est là. Il avait été validé par la Knesset, par le gouvernement Begin, et également au Liban par le gouvernement libanais, le Parlement libanais, c'est-à-dire par les chrétiens et les musulmans, à l'unanimité des députés et l'unanimité des ministres. C'est quand même extrêmement important, plutôt que d'entrer dans des négociations qui risquent d'être longues et pour revenir probablement à quelque chose qui ressemble à l'accord du 17 mai 83. Donc, pourquoi perdre du temps? La vraie question concerne comment désarmer le Hezbollah. C'est ça. Soit c'est Israël qui va continuer sa guerre, mais Israël ne peut pas désarmer le Hezbollah en s'arrêtant au fleuve Litani. Si Israël veut désarmer le Hezbollah, Israël va devoir aller jusqu'au nord du Liban, c'est-à-dire jusqu'au Hermel où se cache l'essentiel des armes du Hezbollah. Donc, ça voudrait dire pour Israël rentrer dans tout le Liban et probablement occuper une grande partie du Liban. C'est pas forcément quelque chose qu'Israël est prêt à faire. Ça, c'est la première option malgré tout. La deuxième option, qui est la plus terrible pour les Libanais, ça serait que il y ait un feu vert donné à Joulani, le président autoproclamé de la Syrie, pour envahir le Liban et lui-même, soi-disant, faire le travail. Le problème, c'est que si Joulani rentre au Liban, c'est pour annexer le Liban et c'est également pour y massacrer les chrétiens, les druzes et même les chiites. Vous avez vu ce qu'il a fait en Syrie en massacrant les alaouites, les druzes, les Kurdes et plus récemment les chrétiens. Et donc la troisième option, la meilleure pour les Libanais, ça serait vraiment le renforcement de l'armée libanaise qui aujourd'hui en fait a du matériel qui n'est pas suffisant. Vous savez que par exemple en termes d'aviation, le Liban a quelques gazelles, c'est vraiment insuffisant pour vaincre le Hezbollah. L'armée libanaise n'a pas de drones, l'armée libanaise n'a pas vraiment une marine digne de soi. Justement, c'est sur ce point, peut-être, Michel, je voulais avoir votre avis, parce que on parle souvent du rôle que la France pourrait jouer dans ces négociations ou dans cette réorganisation du Liban. Ça peut paraître plutôt simple, puisque le Hezbollah a versé 1 milliard au moins de dollars en un an. L'Iran a versé 1 milliard. L'Iran a versé 1 milliard de dollars au Hezbollah en un an. Pourquoi finalement, la communauté internationale, les Américains, les Français, ne verseraient-ils pas aussi 1 milliard au moins de dollars ou d'euros à l'armée libanaise, lui permettre de se consolider, lui permettre à ses soldats d'avoir des salaires qui sont bien plus consistants que les salaires médiocres des soldats actuels qui n'ont rien à rivaliser avec les terroristes ceux du Hezbollah. Pourquoi on n'utilise pas, on va dire, l'armée libanaise, on n'essaye pas d'améliorer, de consolider l'armée libanaise pour, à plus long terme, être le facteur dominant qui empêche le Hezbollah de relever la tête? Vous savez, il y a plusieurs choses. Déjà, les salaires des soldats de l'armée libanaise ne sont pas payés par le Liban, ils sont payés par les États-Unis et le Qatar. Ça, c'est une chose qu'il faut malheureusement reconnaître, puisque le Liban est en pleine crise économique et financière. Ensuite, concernant le renforcement militaire de l'armée libanaise, il y a plusieurs problèmes. La Russie et l'Iran, par le passé, avaient proposé à l'armée libanaise d'être renforcée, et il y avait eu un veto, bien entendu, de la part des Américains pour ne pas que le Liban se fournisse auprès des Iraniens et des Russes. Et il y avait aussi le fait que les Israéliens à l'époque étaient intervenus auprès des Américains pour empêcher justement qu'il y ait une armée libanaise qui soit trop bien équipée et qui pourrait peut-être poser problème à Israël si jamais le Liban était sous contrôle de personnes ou de partis anti-israéliens et voulait rentrer en guerre. Donc pendant longtemps, ça a été ça aussi le problème, c'est-à-dire que Israël même ne voulait pas qu'une armée libanaise trop forte qui obéirait à un gouvernement anti-Israël qui l'attaquerait. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut faire les deux choses en parallèle, c'est-à-dire d'un côté mettre fin complètement à un quelconque état de guerre entre Israël et le Liban, donc à travers un accord de paix, si possible avec la réactivation de l'accord du 17 mai 1983, et en parallèle renforcer l'armée libanaise pour qu'elle soit une véritable armée digne de soi, capable de soumettre le Hezbollah, désarmer le Hezbollah, désarmer les quelques Palestiniens qui restent également armés, et désarmer d'autres petites milices libanaises encore armées, comme par exemple la Jama'a Islamiyya, qui est la branche
libanaise des frères musulmans qui combat aux côtés du Hezbollah à l'heure actuelle. On en parle très peu, mais ils sont présents, ils sont en train de combattre Israël en ce moment même. Et donc, ils sont armés. Eh bien, Michel Fayad, c'est comme d'habitude toujours passionnant de vous interroger, d'avoir vos réponses et votre éclairage et votre décryptage sur ce qui se passe actuellement. Donc, dans cette confrontation entre Israël, les États-Unis et l'Iran, et donc même le Hezbollah, bien entendu. Merci beaucoup, Michel, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonne continuation, à bientôt. Merci, à bientôt.